Tout à fait, donc André Zafiratos, DSI de la Fondation Cognac-Jay, Fondation Cognac-Jay, donc des époux Cognac-Jay, fondateurs de la Samaritaine. C'est aujourd'hui une fondation qui regroupe 14 établissements. Nous avons 2800 collaborateurs et répartis sur des domaines tels que la santé, le médico-social et l'éducation aussi. La cybersécurité au sein de la fondation a pris une part, on va dire, non négligeable d'importance. Les événements marquants, si vous voulez, fondateurs de cette protection, c'est la création d'une zone de confiance entre établissements. Cette zone de confiance ne peut se faire qu'en partageant les mêmes niveaux de sécurité. On parle de cyberattaque, mais on a eu une crise sanitaire aussi à gérer. Voilà, et dans le contexte, effectivement, ça avait une importance, mais pas seulement. Plus d'accès à distance, forcément, plus de télétravailleurs. Ouais, ça par contre, ça a été mis en place très rapidement. Au tout début, en 1-2 semaines, il a fallu créer à la volée et répondre aux demandes métiers. Est-ce que les projets d'accès à distance ont dû être consolidés, repensés? On a surtout accéléré le mode collaboratif. Voilà, c'est donc la mise en place d'outils qui puissent permettre, si vous voulez, cette interopérabilité des métiers, que ce soit effectivement en distanciel qu'en présentiel, et entre établissements. On a fait ce qu'on appelle de l'empilement de solutions. Hein. Ça a été très désagréable, je ne vous le cache pas, parce que assujetti aux politiques commerciales des intégrateurs, assujetti, si vous voulez, aux menaces. Hein. Ça me rappelle, vous savez, les campagnes de publicité qu'on voyait dans les années 80 pour arrêter de fumer, avec le type habillé en cigarette qui vous faisait « viens fumer, viens fumer ». C'est un peu le même genre, donc on est passé sur des menaces où il fallait de l'intelligence au poste, donc des EDR. On est passé sur des menaces où il fallait patcher les AD, donc il fallait acheter des produits qui puissent répondre à ces normes. On était vraiment sur un mode très opportuniste pendant longtemps. Et après, si vous voulez, ça s'est un peu plus structuré aujourd'hui. C'est ce qu'on constate en tout cas sur ce salon, les assises, où les éditeurs infogèrent plus leurs solutions, offrent plus de services managés autour et cherchent effectivement à avoir quelque chose à 365 degrés. Vous-même, vous êtes en phase d'externalisation croissante de la supervision. C'est un marché justement qui s'oriente de plus en plus vers le mode SaaS, de plus en plus vers le mode cloud, moins intrusif, moins on-prem, pour plusieurs raisons. On ne peut pas vous garantir, si vous voulez, des engagements de résultats en mode on-prem, c'est plutôt des engagements de moyens qu'on avait précédemment. Comment vous prémunissez-vous des attaques de type ransomware aujourd'hui? Ça, c'est la grosse difficulté. Le ransomware, personne n'est à l'abri, je ne vous le cache pas. Faire des campagnes de sensibilisation comme nos établissements de santé le font régulièrement pour pouvoir détecter et apporter cette culture nécessaire à la prudence. Est relativement complexe. Vous savez qu'il y a des périodes très propices, départ en vacances, fermeture, bref. Les gens frénétiquement veulent vidanger leur boîte mail, donc sont beaucoup moins regardants. Dans ce contexte, nous utilisons 3 outils sur lesquels nous sommes extrêmement vigilants quant aux informations qu'elles nous remontent. C'est évidemment les intelligences au poste aujourd'hui qui, elles, peuvent vous remonter des anomalies. C'est évidemment la micro-segmentation en matière de réseaux qui peuvent nous donner aussi des indications sur des communications de domaine distant et de poste à poste, donc sur lequel on est susceptible de pouvoir avoir une rémédiation immédiate de coupure de communication. Et puis le troisième axe, c'est effectivement la corrélation de ces signaux faibles qu'on peut avoir, des élévations de privilèges, d'administrateurs, des désactivations d'antivirus sur des postes, etc., corrélés avec ces communications vers des domaines à réputation douteuse qui peuvent nous permettre d'être proactifs. Je serais tenté de vous dire que ce qui est très gênant dans cette démarche de ransomware, c'est la perte de confiance que peut avoir l'utilisateur dans son outil. In fine, on ne pourra jamais remplacer la perte de confiance qu'il aura dans son outil. Est-ce que vous comptez de plus en plus sur l'IA pour justement réduire les risques de ce type? Mais la question qu'on peut se poser, qui va surveiller l'IA? L'IA surveille, mais qui va surveiller l'IA qui surveille? Alors oui, on consomme du service à base d'IA. On en voit aujourd'hui concrètement certains résultats probants. Il y a des produits anglais, pour ne pas les nommer, qui ont effectivement acquis une certaine notoriété en la matière, en matière de cybersécurité évidemment, des modèles américains aussi. On voit bien qu'il
il y a une certaine avance là sur ces petits sujets. Vous avez souligné tout à l'heure l'expérience utilisateur et le fait que voilà, ça ne soit pas freiné par la sécurité. Comment est-ce que vous arrivez à rétablir cet équilibre, finalement, performance-sécurité? Transparence, donc certaines communications sur la météo des menaces, vous voyez, quelque chose qui soit tangible et compréhensible par tout le monde. On fait des communications assez régulières en interne sur le sujet. On utilise des outils objectifs, on va dire, pour nous donner une tendance et un positionnement sur notre niveau de protection en matière de cyber. Ça, c'est de façon à apporter cette confiance utilisateur, si vous voulez, dans leurs outils. Ensuite, on utilise aussi des outils de performance applicative. On travaille sur deux axes. Un axe SOC, agnostique d'éditeurs qui soit consommé plutôt en mode as a service. Voilà, sur lequel on aimerait tout rentrer dedans, que ce soit les antivirus, les firewalls, enfin vraiment quelque chose de consolidé pour avoir qu'un seul point d'entrée, un seul point de sortie. Et en général, ce type d'offre, on voit bien que c'est beaucoup les intégrateurs qui peuvent les porter. Hein. C'est tout à fait dans leur corde, puisque justement agnostique d'éditeurs. Ça part d'analyse de risque. Et BIOS-RM, là, nous avons fait l'adoption depuis le début de l'année sur cette nouvelle méthode avec notre RSSI et évidemment les RSI de site. Cette offre de SOC consolidée pour avoir un seul point d'entrée versus un service managé, plutôt éditeur, qui sera en capacité d'intercepter la totalité du trafic rentrant et sortant pour pouvoir le cleaner, le nettoyer et nous restituer quelque chose de propre. Voilà. On a ces deux optiques, on essaie de les challenger pour voir les avantages et les bénéfices qu'on aurait chez l'un ou chez l'autre. Alors évidemment, ce n'est pas sans poser des problèmes pour savoir qui est en capacité de nous offrir une solution métier. Mais c'est vrai que ça serait franchement l'idéal. Alors on travaille aussi sur les réseaux SASI. En parallèle, on a des campagnes donc, de recrutement où on engage maintenant des profils ingénieurs. Je pose même la question de savoir si on ne va pas prendre des intervenants en cybersécurité qui font des Bac+6 et autres, pour pouvoir les accompagner dans leurs études et en même temps d'avoir une capitalisation de connaissances que nous n'avons pas encore aujourd'hui en interne et qui pourrait être bénéfique pour nos établissements.